Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a immigré d'Haïti au Québec il y a de cela 40 ans. Vers l'âge de 17 ans, un entraîneur d'athlétisme le remarque et le convainc de s'adonner à cette discipline sportive. Comme disent les Anglais, « The rest is history ». Au cours de son illustre carrière de sprinter, il a participé entre autres à 3 Jeux olympiques, récoltant 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. En 2002, il a accroché ses espadrilles, mais depuis ce temps, il n'a jamais cessé de s'impliquer dans sa collectivité et plus particulièrement auprès des jeunes afin de contrer le décrochage scolaire à travers un mode de vie sain et actif. On le surnomme le lion tranquille. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Bruno Surin, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. Bien, ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Je sors de ma zone de confort parce que d'habitude, j'interviewe surtout des gens dans le domaine artistique. Toi, c'est le domaine sportif. Mais ça m'a permis en même temps de m'apercevoir que c'est tout un monde et que la quête d'un artiste et d'un sportif, c'est sensiblement la même chose. C'est de changer des choses autour de soi et de laisser sa marque à travers le temps. Et toi, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu un rêve du départ. Et que je savais pertinemment que ça allait être très difficile. Je savais qu'il allait y avoir des embûches, mais écoute, quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Ça fait 40 ans cette année que tu arrives au Québec, avec tes parents. Est-ce que tes 3 sœurs étaient nées aussi? J'avais 2 sœurs dans ce temps-là qui étaient nées, puis j'ai ma plus jeune qui est née au Québec. Elle est née ici au Québec. Ouais. Te souviens-tu, parce que là, tu as quoi, 8 ans à peu près à ce moment-là? Oui, j'allais avoir 8 ans. Je suis arrivé en plein hiver en 75, puis je dois te dire que je me rappelle très bien que j'étais en Haïti. Mon père est venu 1 an au Québec préparer le terrain. C'est ça. Quand il est revenu en Haïti, il m'a fait un cadeau, il m'a donné un manteau d'hiver. Puis il m'a dit, ben écoute, tu vas avoir besoin de ça. Puis moi, sur le coup, j'étais comme, c'est quoi ça? Toi, t'as jamais vu de neige? J'avais jamais vu de neige. Puis j'ai dit à mon père, c'est quoi ça? Écoute, j'en ai pas de besoin. Mais quand je suis arrivé à l'aéroport et qu'on est sorti dehors, j'ai tout de suite compris la dure réalité de l'hiver. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés avec l'hiver. Je ne me suis pas habitué. Étais-tu comme passé de 30 à moins 30 cette journée-là? C'était brutal. C'était très brutal. Puis je me rappelle, j'étais tout petit, puis tu sais, avec le... Oui, le fumant, oui, c'est ça. Puis là, je disais à mon père, écoute, okay, je fume ça Écoute, je me rappelle encore, là, c'est de très, très bons souvenirs. Ouais. Sauf qu'Haïti, à cette époque-là, on est avec... c'est Duvalier. C'est le régime Duvalier. Il y a les tontons macoutes. C'est pour ça que ton père décide de partir avec la famille parce que c'est invivable en Haïti? Oui. Bien, lui m'avait dit que oui, c'était très, très difficile au niveau politique. Puis lui, mon père, c'est quelqu'un qui a travaillé très, très, très fort. Puis écoute... il était quoi, lui, là-bas? Écoute, il était mécanicien, il était chauffeur, parce qu'il y a des missionnaires québécois qui venaient en Haïti, mais québécois et canadiens. Puis lui était un des chauffeurs attitrés de ces missions-là. De ces missions-là, de ces missionnaires-là. Puis il était directeur d'un centre sportif. Puis je l'ai su récemment en écrivant, parce que j'ai fait une biographie il y a quelques années. Le Lion tranquille. Le Lion tranquille, justement. Puis c'est en parlant avec ma sœur, parce que j'ai une sœur qui est 2 ans plus âgée que moi, puis elle a plus de longs souvenirs. Puis qu'elle me disait, mais voici, qu'est-ce que papa faisait, qu'est-ce qu'il faisait. Là, je me suis dit, aïe, aïe, j'en reviens pas. Puis je me dis, il a travaillé très fort pour amener ses enfants, pour que ses enfants, sa famille aient un avenir meilleur. C'est pour ça qu'il est venu au Québec. Et lui, il a connu le Canada à travers ces contacts-là, donc de ses missionnaires et de ses missions qu'elle a en Haïti. C'est là qu'il a décidé de s'en venir ici. Oui, mon père, je pourrais dire, c'est un entrepreneur né qui faisait toutes sortes d'affaires, qui était impliqué dans plusieurs
domaine pour sa famille. Puis je pense que c'est de là que je prends ça. Aujourd'hui, écoute, je suis impliqué dans plein de trucs. Oui. Puis le dépassement de soi, oui, moi, j'ai grandi avec ça. Puis je pense que ça vient vraiment de mon père. Bon, tu me parles de papa. Parle-moi de maman. Maman était très réservée. Très réservée. C'est une femme, aujourd'hui, malheureusement, qui est décédée, qui pouvait être dans une salle que tu ne la vois pas. Ah non? Elle ne voulait pas déplacer elle de l'air. Elle voulait pas déplacer de l'air. Elle fait ses petites affaires, puis elle ne veut pas de chicane. Ma mère, dès qu'il y a une chicane, elle veut toujours trouver une solution pour que, ben écoute, je ne veux pas de chicane dans la famille, je ne veux pas de chicane avec les amis et puis tout ça. Puis c'est une partie d'elle que j'ai, que son bagage aujourd'hui. J'ai hérité d'elle. Ouais. Est-ce que votre vie était difficile en arrivant ici au Canada, à part bien sûr le froid, mais économiquement, comment c'était pour vous autres? Jeune, j'ai manqué de rien. J'ai manqué de rien. On ne roulait pas sur l'or. Mais en même temps, ma mère m'a toujours dit de ne pas envier son prochain non plus. D'être satisfait de ce qu'on a, quoi. Satisfait de ce qu'on a. Oui, tu travailles fort, tu vas avoir un meilleur travail, tu vas avoir un meilleur tout. Mais qu'est-ce que tu as, c'est toi, puis quelqu'un qui a plus que toi, de ne pas l'envier. Puis moi, un exemple qui me vient, là, puis que ça m'a resté, je pense que ça va me rester pour le reste de ma vie. Je me rappelle, jeune, elle m'avait acheté une bicyclette. Puis la bicyclette, dans ce temps-là, ça s'appelait, écoute, c'est très populaire, ça s'appelait Z-Leader. C'est une bicyclette qui était à peu près... Tu te souviens ça? C'est une bicyclette qui était à peu près 75-80 $ dans ce coin-là. Un peu fluo, ça se peut. Un peu fluo, oui, exactement. Oui, c'est ça. Puis, tu avais les motocross. Les motocross, eux autres, c'était comme genre 200-225 $. C'était la grosse gomme, là. La coche en haut. La coche en haut. Puis j'avais un ami que lui avait ça. Puis moi, j'avais mon Z-Leader, puis je m'amusais, puis tout ça. Puis mon ami me disait, « Hey, veux-tu mon vélo? » Puis tout ça. Je disais, « Non, moi, je suis correct avec ça. » Puis c'est ça que ma mère me disait toujours, « Écoute, n'envie pas ton prochain. » Tu sais, on dit toujours, le gazon du voisin est toujours meilleur, il y a plus une grosse maison, tout ça, mais toi, qu'est-ce que tu as là? N'envie pas ton prochain. Et à quel moment le sport est rentré dans ta vie? Le sport, écoute, dès en Haïti. En Haïti, qu'est-ce que je faisais? C'est que priorité, éducation. Tu allais à l'école. Puis moi, ma mère me disait tous les matins, elle était couturière. OK. L'habit doit être impeccable, repassé. Il n'y a pas de... Pas de pli, c'est pas froissé. Il y a une petite tache, tu te changes. Là, tu es impeccable, pas de pli, rien. J'essaie. Donc... J'essaie. J'aime ça. Mais maman voulait qu'on parte sur des bases solides. Bases solides. Puis moi, c'était tu sors de l'école, tout de suite, tu sors de l'école, c'est tes études. Tu ne vas pas jouer dehors, c'est pas... Toi, tu marches pour aller à l'école à ce moment-là. Mais je me rappelle, j'étais en face de l'école. Okay. Moi, où est-ce que j'habitais, j'étais en face de l'école. C'est Cap-Haïtien. C'était quoi l'environnement de ta maison ou des gens autour? Là? Écoute, on avait une grande maison. Puis, dans ce temps-là, c'était la maison familiale immédiate, mais c'était mon oncle habitait là. Ma grand-mère habitait là. Les grands-parents habitaient là. Mais la famille, c'est dans la famille haïtienne. À l'époque, c'était ça, là, les grands-parents, puis tout ça. Mon oncle, ma tante, vous habitez tout ensemble. Je me rappelle, c'était une grande maison. Puis l'école, qui s'appelait Jean 23, était juste en face. Puis on avait nos habits. Puis à l'école aussi, si tu n'avais pas appris tes leçons à 100 %, il déchirait la copie. Non seulement ça, on a un instrument qu'on appelle iguaze. Iguaze, c'est comme un fouet avec la peau de vache. Le prof a ça. Et tu ne connais pas tes leçons. Sur les doigts? Sur les doigts, sur les fesses, n'importe où. Donc les châtiments corporels. Mais je sais que dans la culture haïtienne, il y a ça. Oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Je ne penserais pas que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Puis le prof avait les mêmes droits que tes parents. Ouais. Quand tu arrives ici dans le système scolaire québécois, ça n'a plus rien à voir, là. On est en 75. Je me disais, mais c'est quoi ça? Voyons donc, mais c'est quoi ça? L'élève qui ose répliquer à la professeure, on appelait la prof. Je me disais, mais voyons donc, c'est fou. Pas, ça. Puis c'était normal. Puis l'ajustement, c'était vraiment brutal à tous les niveaux. C'était incroyable. Est-ce qu'il y avait beaucoup de noirs autour de toi? Non.
Au début, parce qu'en 75, c'était le début de l'immigration, vraiment. C'était le début de l'immigration. Moi, je me rappelle dans le secteur, on a été dans la petite Italie. J'ai habité sur la rue Casgrain. Après ça, j'ai été habité directement sur le boulevard Saint-Laurent. Aujourd'hui encore, à chaque fois que je passe dans le quartier italien, ça vient me chercher. Bien sûr. C'est ma jeunesse, c'est là que j'ai vécu les premières années au Québec. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Non. Pas du tout, pas du tout. Ton premier sport, c'était le basketball? Le soccer. Le soccer. Qu'on a football. OK, oui, soccer. on appelle communément le football. Donc, tu as eu le soccer. Ensuite, tu as eu le basketball. Après ça, j'ai eu le basketball plus au secondaire. Puis c'est à la fin de mes secondaires que l'athlétisme a commencé. Savais-tu que tu voulais faire une carrière dans le sport? Pas du tout. C'était quoi? Ton rêve, tu ne savais pas encore? Je ne savais pas encore. Même à 17 ans, tu ne savais pas vers quoi tu t'en allais? 17 ans, je me cherchais. Je me cherchais. À un moment donné, 16-17 ans, parce que tu sais, encore là, la coutume haïtienne, c'était carrière, c'était avocat. Si tu n'es pas avocat, si tu n'es pas médecin, t'es rien. T'es rien pratiquement. Puis moi, c'était automatiquement, écoute, je vais être médecin. Ouais. Puis moi, je me suis vite aperçu, écoute, je vois un peu de sang, là, puis je tombe dans les pommes. Okay. Je dis, médecine, c'est pas pour moi. Puis après ça, ça a été en architecture. Mais je me cherchais pas mal, adolescent. Jusqu'au jour où un certain Daniel Saint-Hilaire te rencontre. Ouais. C'est lui qui était un entraîneur d'athlétisme. Ouais. T'es où à ce moment-là, physiquement? T'es-tu comme dans un gymnase pied de voie? C'était les championnats scolaires régionaux. Régionaux, c'était vers la fin d'année scolaire. Du secondaire? Du secondaire. Ça, j'étais en secondaire 1. J'étais à Lucien Pagé. OK. Donc, c'est pas à 17 ans, secondaire 1. Mais lui, il a essayé de me recruter. Ah oui, à partir de là? À partir de secondaire 1. Puis j'ai dit non. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il a réussi lorsque... Après 5 années. 5 années. De persévérance. Persévérance. Puis tu vois, à chaque fois aujourd'hui que j'ai la possibilité, j'ai la chance de remercier cet homme, je le fais. Il a changé ta vie. Il a changé ma vie. Parce que des fois, les gens me disent, écoute, si tu n'avais pas eu Daniel qui venait toujours te voir, est-ce que tu aurais fait de l'athlétisme? Je te dirais peut-être 75 non. Est-ce que papa et maman, mais particulièrement maman, parce que là, on parle d'avocat, de docteur, est-ce qu'elle a pu voir ta progression dans le sport et être aussi fière de toi que si tu avais été un avocat ou un docteur? Je pense que oui, ma mère était très fière de moi. C'est quelque chose que ça a pris du temps, qu'elle accepte que je fasse du sport sérieux. Ah, oui. Ouais. Puis même dans la communauté aussi, ça a pris du temps à avoir le support de ma communauté. Parce qu'au début, c'était comme notre sport, moi, c'est le soccer, c'est le football. Puis le petit jeune qui dit moi, je vais aller courir, je vais aller faire des sauts en longueur. C'est quoi? Est-ce que tu faisais un sport de blanc pour eux dans leur tête? Parce que maintenant, c'est les Noirs qui dominent. C'était même pas un sport de blanc, c'était comme là, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme c'est pas rapport. Ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Puis ça a pris des années. Après ça, j'ai eu leur support. À 17 ans, donc j'ai parlé de l'entraîneur. À 20 ans, tu fais les Jeux panaméricains à Indianapolis. Ouais. Saut en longueur à ce moment-là. Saut en longueur. À 21 ans, Jeux olympiques de Séoul. Là encore, saut en longueur. Tu te classes en 15e position. C'est quand même pas bad. Ouais. À 23 ans, première médaille de bronze aux 100 mètres aux Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ça doit être comme dans tes premiers voyages, loin de chez toi, ça, à ce moment-là? C'était les premiers voyages très, très loin. Puis c'était difficile aussi en même temps parce que jeune, petit, j'étais le petit gars à maman. Maman, elle n'aime même pas ça. J'étais le petit gars à maman. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas été étudié aux États-Unis. Parce que maman ne voulait pas, puis toi, tu ne voulais pas être loin de maman? C'est même pas parce que maman ne voulait pas. C'est juste que moi, il fallait que je sois proche de mes parents. Elle est décédée quand, maman? Ça fait 1 an et demi. Là. 1 an et demi? Ouais. Tu dois être encore sous le choc, j'imagine? Ça fait drôle d'en parler, puis ça fait drôle souvent que j'ai des flashbacks. Puis écoute, je me rappelle quand j'étais au salon que c'était la réalité, c'est comme, elle est là, puis elle est morte. Puis j'étais au salon. Puis j'étais dans une salle, j'étais le premier arrivé, mais que je ne savais pas que son corps était là. Puis là, c'était en hiver. Là, je me change, puis à un moment donné, je me retourne, puis je vois le cercueil. Oh, c'est un cercueil, OK. Puis là, c'est comme aïe aïe. Puis là, je la regardais, puis là, je me suis dit, écoute, est-ce que tu dors? Puis j'ai dit, écoute, on est juste nous deux. Ouais, dis-moi-le. Dis-moi-le. Ouais. Il n'y a personne qui nous regarde, c'est juste nous deux. Puis c'est drôle à dire. Puis là, quand on l'a enterré, toute la soirée, j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars, puis après ça, j'ai comme eu une rupture. Une rupture. Ouais.
C'est difficile. C'est long, un deuil, hein? C'est très, très long. Puis une maman, Ouais. je comprends, c'est encore, encore plus fort. Hein? Ouais. À 25 ans, en 1992, championnat du monde en salle à Toronto. C'était première médaille d'or aux 60 mètres. 60 mètres. Ça fait 6,5 secondes. Ouais. 6,50 champion du monde. Puis ça, je le voulais tellement parce qu'à cette époque, j'étais un des plus rapides, mais j'étais le seul dans les plus rapides qui n'avait pas de titre encore. Puis là, je me disais, écoute, voici... ça m'en prend un. Voici l'occasion. Puis je me rappelle, mon père est venu, je pense que mes soeurs étaient là, j'avais mes amis proches qui étaient là, ils ont pris un autobus de Montréal, ils ont été à Toronto, c'était au Skydome, mais ma mère m'a jamais vu courir live. Voyons donc. Elle n'était pas capable. Pas capable de le voir. Puis même quand elle regardait à la télévision, quand ça partait, elle se fermait les yeux. Trop ému, trop peur que tu perdes? Trop ému. Je dirais plus, même encore, trop peur. Ma mère a toujours dit, tu vas te faire mal, fais attention. Que c'était le moment pour. Puis qu'elle me disait que, quand est-ce que tu vas arrêter? Parce que quand elle voyait à la télévision, par exemple, tu as une blessure, tu as un claquage, quoi que ce soit, elle me dit, tu vas... arrête. C'était comme... Oh, maman. Puis alors, c'est fou. Ouais. OK. À 25 ans, Jeux olympiques de Barcelone, tu rates le bronze par 5 centièmes de seconde? 5 centièmes de seconde. Devancé par l'Américain Dennis Mitchell, qui lui a fait 10,04. À 27 ans, Jeux du Commonwealth à Victoria, médaille d'or aux 4 fois 100 mètres avec tes compatriotes Donovan Bailey, Carlton Chambers et Glenroy Gilbert. Vous avez fait ensemble 38-39. Ouais. Ensuite, à 28 ans, championnat mondial en salle de Barcelone, médaille d'or aux 60 mètres encore. Ouais. Tu conserves ton titre mondial avec une marque de 6 secondes 46. 46, À 28 ans, championnat du monde à Göteborg en Suède, médaille d'or aux 4 fois 100 mètres avec Donovan Bailey, Robert Asmey et Glenroy Gilbert, 38-31. Hey, vous aviez abaissé ça. Ouais. Deuxième place aux 100 mètres, devancé par Donovan Bailey, imagine-toi, par 6 centièmes de seconde. Donc, ton compatriote de l'équipe Canada. Ouais. Je te descends ça. À 29 ans, Jeux olympiques d'Atlanta, médaille d'or aux 4 fois 100 mètres, toujours avec les mêmes collègues, à 39,69. Donovan Bailey établit son record du monde à 9 secondes,84. À 30 ans, championnat du monde d'athlétisme d'Athènes, médaille d'or aux 4 fois 100 mètres, toujours avec les mêmes collègues, 37,86. Ça sera ta dernière médaille d'or en carrière. À 32 ans, en 1999, championnat mondial, championnat du monde à Séville, médaille d'argent aux 100 mètres chrono. Ouais. Tu établis le record de ton idole, Donovan Bailey. Tu fais 9,84. Mais tu es battu cependant par Maurice Green des États-Unis. Puis à l'âge de 35 ans, en 2002, tu prends ta retraite. Ouais. Ça a dû être déchirant de prendre sa retraite. D'ailleurs, tu l'as assez retardé quand même. Ouais. Donovan Bailey l'avait pris un an avant toi. Oui, un an avant moi. C'était spécial. Puis... T'étais-tu préparé à la retraite? J'étais préparé. Oui. J'étais préparé. Je me suis préparé, je dirais, 2 ans et demi avant la vraie fin. Parce que tu voyais quand même que tes performances déclinaient un peu. Je le voyais. Puis aux derniers Jeux olympiques en 2000 à Sydney, j'ai eu une blessure au ligament qui n'est jamais rétablie à 100 À 100 J'ai essayé l'année d'après. J'ai fait des traitements de physio, chiro, toutes sortes de traitements, acupuncture. Après 7 mois, c'est revenu comme genre correct. Mais quand j'ai commencé à faire des compétitions, c'est brusque. Hein, c'est brusque. Parce que il y a des gens qui savent pas, mais quand tu parles sur tes blocs, puis tu dis à ton muscle, pac, c'est fou. Puis au championnat du monde, après, c'est revenu la blessure. Là, tu savais que... Puis je voulais pas terminer sur une blessure. Je me suis dit non, l'année d'après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins de 100 mètres, je vais faire plus de relais. Parce que quand tu pars debout, ça sollicite moins le muscle ligamentaire. Puis on a terminé avec une 4e place au Jeux du Commonwealth à Manchester. Mais je savais aussi, j'étais prêt psychologiquement à passer de l'autre côté. Puis la dernière fois, c'était tellement émotif. Parce que tu te rappelles, avant une compétition, tu as des compétiteurs, là tu veux gagner, des fois il y a de l'intimidation et tout ça. Mais là, je voyais mes compétiteurs qui venaient me souhaiter bonne chance. Parce qu'ils savaient. Ils savaient. Ouais. Là, je dis, écoute, je m'en vais dans une compétition, tu veux me souhaiter bonne chance. Puis c'était spécial. Là, je me disais, c'est la dernière fois que je vais mettre le maillot du Canada comme compétiteur. C'est la dernière fois que je vais aller à la chambre d'appel, que je vais aller au stade. Puis, écoute, quand j'ai terminé la compétition, moi, je suis un gars que je veux pas
je veux pas pleurer, j'aime pas pleurer devant les gens. J'essaie de me dire, OK, tout le monde, OK, je suis correct. Puis j'ai été faire un tour d'athlétisme, un tour de piste. Puis j'avais mon massothérapeute avec moi, j'avais quelques amis avec moi, puis écoute, ça partit. Ouais. Si tu le veux, on va poursuivre avec le prochain éloque. Oui, bien sûr. Mon invité est venu sur. Ouais. 5 sujets qui retiennent ton attention, dont tu veux qu'on jase pendant les prochaines minutes. Ouais. Le premier de tous tes sujets, ça ne m'étonne pas du tout, c'est la famille. Oui. La famille, la tienne, celle dans laquelle tu as grandi, ou la famille en général dont tu veux qu'on jase? Je dirais la famille, celle que j'ai grandi, puis la famille immédiate, épouse, jeune enfant, jeune ado, tout ça. Je trouve que c'est important de prendre du temps pour la famille. Je pense que c'est important de prendre du temps pour soi aussi. Je dis aux parents, même lors de mes conférences aussi, de stimuler nos jeunes, de ne pas leur dire qu'ils ne sont pas capables. Nos jeunes ont un discours positif. Un discours positif. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Très, Tes très parents étaient-ils critiques? Bon, là, on parlait un peu de maman, mais est-ce qu'ils étaient surtout critiques, tes parents? Oui, il y avait de la critique. Bon, c'est sûr que des fois, quand tu as de la critique, tu es comme... Des fois, tu peux être un peu froissé. Tu peux avoir des critiques pour être meilleur, tout ça, mais en même temps, oui, on peut critiquer, mais en même temps, n'oubliez pas non plus de faire des compliments. C'est pas juste des critiques. Puis moi, je dis même avant de faire une critique, tu fais un compliment. Bien, il faut. Parce que si c'est juste critique, ça ne marche pas ici. Mais une critique, ça pèse 10 fois plus lourd qu'un compliment. Absolument. Puis ça peut avoir, puis moi je le sais par rapport à mes enfants, moi j'ai eu un père critique un peu comme toi. Là. Ouais. Puis ce que j'ai tenté de faire avec mes enfants, c'est de peser chaque mot que je disais, sachant que ça laisse une marque un mot. Ou bien ça propulse, ou bien ça freine. Oui, ça peut faire mal. Parce que des fois, on peut penser qu'on veut faire du bien, mais des fois, ça peut faire très mal. Et ça a fait de toi un père, peut-être, et je l'ai lu à quelque part dans une entrevue avec Bianel, que c'était pas toi le disciplinaire à la maison. Peut-être parce que justement, tu l'as trop eu dans ta vie, tu n'as pas voulu imposer ça à tes filles. Il y a ça. Dès que j'ai eu mes filles, je me suis dit, bien, écoute, il faut que je sois attentif, il faut m'assurer que je leur dise je t'aime. Je veux que mes enfants disent à leurs parents aussi « je t'aime ». Ça, c'est important. C'est pas dans la culture haïtienne, ça? C'est pas dans la culture haïtienne. C'est pas dans la culture haïtienne. C'est vraiment dans la culture québécoise. C'est ça, dans la culture québécoise. Tu disais, je sais pas maintenant, la nouvelle génération des parents, en tout cas, moi, je sais que oui, mais en général, je sais pas si ça a changé de dire « ben écoute, dites à vos enfants que vous les aimez ». Parce que dans le fond, c'était comme « ben oui, je les aime, c'est mes enfants, c'est naturel ». Oui, mais il faut le dire. C'est pas si naturel que ça. Ou sinon, ben ils savent que je les aime, je travaille pour eux autres. Ça, oui, mais dis-le pareil. As-tu la famille dont tu rêvais? Oui. Oui, j'ai eu la famille que je rêvais. Écoute, je te dis, ma mère, comment je suis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait pas plus tard que c'est cette semaine, je donnais une conférence, qui m'a dit, mais écoute, on te voit toujours de bonne humeur. On te voit toujours que tu peux avoir des problèmes, mais la vie est belle. C'est l'héritage de mes parents, ça. Ouais. Moi, je dis toujours, moi, j'ai un problème aujourd'hui. Ben écoute, j'ai un problème, oui. Quelle est la solution? Tu trouves la solution? Tu réagis tout de suite. Let's go. Tu aides ton prochain. Tout ça, toute cette richesse-là que j'ai, c'est culturel, bien sûr. Oui, c'est mes parents. Et qu'est-ce que tu as transmis à tes filles, au juste? Moi, j'ai transmis à mes filles, c'est le côté partage aussi. Le côté de ne pas se mettre de barrières. Mes filles sont dans le sport-études. Je touche du bois. Je touche du bois. Au sport, ça va très bien. Dans les études, ça va très, très bien. Je me rappelle ma fille, ma plus âgée, ma plus vieille. Catherine Anne. Kimberly Anne. Oui. Qui était
jeune était un peu turbulent. Puis à un moment donné, en sortant de l'école, avec la psychologue et puis tout ça, puis elle m'a dit que son prof lui disait que tu n'es pas bonne à l'école, puis tu ne seras jamais bonne, puis tout ça. Je lui ai dit, écoute, laisse jamais personne te dire ça. OK? Tu travailles très fort, tu peux réussir n'importe quoi. Puis moi, c'est ça que ma mère m'a dit. Je suis arrivé à 7 ans au Québec. Ma mère m'a dit, écoute, ici, tu as toutes les opportunités. Toutes les opportunités, sans exception. Toutes les opportunités, c'est à toi. Puis elle m'a toujours dit, la vie, c'est comme une ligne droite. Il n'y a pas de raccourci. Ne triche pas. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Puis, gars, c'est ça. Puis moi, c'est ça que j'apprends à mes filles. L'éducation, c'est important pour toi? L'éducation, c'est important. Encore une fois, l'exemple de ma plus vieille, Kimberly, que elle, c'était, à un moment donné, c'était le tennis pour le plaisir. Puis à un moment donné, c'était le tennis pour performer. Ouais. Puis après ça, c'était le tennis pour être professionnel. Ça performe. Un moment donné, l'équipe nationale appelle. Elle fait partie de l'équipe nationale. La même journée, elle me dit, bon, ben, je suis sur l'équipe nationale, j'ai plus besoin de cégep, j'ai plus besoin d'aller à l'université, j'ai plus besoin d'éducation. Hey, ça m'a fait. Je comprends. J'ai dit, écoute, il y a 2 affaires. On s'assoit. J'ai dit, écoute, c'est ta vie, puis ça va être ta carrière. Moi, comme père, je te dis les 2 côtés. J'ai dit, l'éducation, c'est très important. Tu peux continuer ici, tu peux continuer d'aller aux États-Unis, tu as sport-études, tes études sont payées à 100%, puis tu peux continuer à jouer au tennis, mais tu as un backup. Le lendemain, il m'a dit, tu as raison, papa. Puis, écoute, ces notes, la première année, les 2 premières années, tu sais, comme dans les sports-études, tu as les mentions d'honneur. Oui. Elle a eu ça. Aïe, aïe. Puis quand j'ai reçu le certificat à la maison, ça me tentait de dire, t'as-tu l'adresse de la prof qui disait que on va lui envoyer une copie. C'est ça. Puis cette année, elle va graduer. Elle a 21 ans, c'est ça? Elle a 21 ans. La plus jeune, 19 ans. 19 ans. Elle était à sa 2e année universitaire. Elle, c'est Catherine, c'est ça? Elle, c'est Catherine. Puis elle suit tes traces, dans le fond. Elle suit mes traces. Elle, depuis l'âge de 5 ans, elle me regarde, elle me dit, papa, mets-moi dans une école de course. Puis elle insistait tellement, je lui dis, ben écoute, 5 ans, t'es un petit peu trop jeune, on va faire d'autres sports, soccer, puis tout ça, puis natation, puis vers 14 ans, on s'en reparlera. Elle a tout fait ça, soccer, karaté, natation, tennis, à 14 ans. Elle m'a dit, papa, ma passion, c'est la course. Je dis, OK. Parce que les enfants, ils t'ont suivi sur tous les parcours, en tout cas, le plus souvent possible. Ouais, les enfants m'ont suivi beaucoup. Je faisais des camps d'entraînement, pas tout le temps. Souvent, je les amenais en camp d'entraînement, compétition quand je pouvais. Ma femme m'a beaucoup suivi aussi. Là, elles ont 21 ans et 19 ans. Ils doivent commencer à avoir des petits chums autour. Elle m'en parle pas. T'en parles pas? Elle m'en parle pas. Puis là, ma femme m'a dit que c'est de ma faute. Ma femme m'a dit que c'est de ma faute. Je me sens tellement mal. Mais en même temps, écoute, je veux leur protéger. Oui. Écoute, à un moment donné, quand Kimberly est partie à sa première année universitaire, je lui ai dit, écoute, là, tu t'en vas à l'université, je peux pas te faire tes affaires. Tu vas être une jeune adulte, comme elles disent, là, jeune adulte. Puis je dis, reste en dehors des joueurs de football. Stay away from the football guys. Ah oui, OK. J'ai dit ça en partant. Ça, c'est les pires. Ça, c'est les pires. Je les connais. Je les Okay. connais, les gars. Okay. Quelques temps après, j'entends qu'elle commence à parler avec... Puis finalement... L'interdit, c'est toujours ça, là. Ben, finalement, le gars, il avait, en tout cas, il venait d'avoir un enfant, là. C'était pas sérieux du tout, là. Puis que c'est moi qui ai découvert ça. Fait que là, j'ai dit, tu vois, je suis là pour te protéger. Le dernier des 3 sujets, parce qu'on ne pourra pas aller vers les 2 autres, bien qu'on va y revenir un peu plus tard, c'est le sport à l'école. Tu fais la différence entre le Québec et les États-Unis, entre autres parce que ta fille, ta plus vieille, est là-bas aux États-Unis à l'université? Écoute, ça s'est amélioré au cours des années. Moi, dans mon temps, on a fait du rattrapage. On a fait du rattrapage. Dans mon temps, il n'y avait pas de sport-études. Il n'y en avait pas. On commençait à en parler un peu, projet, whatever. Aujourd'hui, il y a beaucoup pas encore assez. Il y a beaucoup d'endroits qui doivent avoir de sport-études. Par rapport au budget aussi, j'ai des jeunes dans beaucoup de sports ici que les parents en arrachent. Oui, puis ça coûte cher. J'ai vu des parents hypothéquer leur maison. Absolument. J'ai vu des parents qui étaient plus capables de suivre, que les enfants arrêtaient des compétitions faute de budget. Ma fille aux États-Unis, je vais la visiter, je parle avec l'entraîneur du programme et tout ça. Il me dit, à la fin de leur année, il reste encore du budget, beaucoup de budget. Il ne sait pas quoi faire avec l'argent.
Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent d'autres équipements. C'est ça la différence. Mais ça, c'est l'État, à ce moment-là, qui finance ça? C'est le NCAA. C'est le NCAA, c'est le programme universitaire qui ont beaucoup d'argent. Ta fondation, c'est pour ça, dans le fond? C'est pour ça. Puis moi, je me dis, écoute, tu vois, justement, on part bientôt 10 jours. On s'en va en Arizona. Je vais être là comme entraîneur. J'ai un autre entraîneur, Rudolf Jean, qui va être avec moi. J'ai un physiothérapeute qui va être là. J'ai une ostéopathe qui va être là pour eux autres, dire que vous vous entraînez, vous avez les traitements. Je vais faire des formations. On va faire des formations de nutrition, psychologie, tout ça, pendant 10 jours. Puis ça, c'est des camps. C'est la 3e fois que je le fais. La dernière fois, j'ai eu des parents qui m'appelaient pour me dire, qui pleuraient au téléphone, pour me dire, écoute, on n'avait pas les moyens de se payer ça. Et enfin, on a de l'aide. Enfin, on a de l'aide. C'est mon petit grain de sel. Oui. Oh, c'est plus qu'un grain de sel. Ouais. On continue avec René Fusiret. Tu le sais très bien, Bruni, l'homme est la somme de ses expériences, mais aussi de ses réflexions face à la vie. Puis plus on vieillit, plus on approfondit ces réflexions-là, OK? Ouais. Je demande à mes invités, à ce moment-ci de l'émission, 3 moments qui ont changé leur vie et 3 phrases qui les décrivent, OK? Le premier de tes 3 événements qui a changé ta vie, c'est Bianel. Bianel, c'est ton épouse. Ouais. Ça fait comme près de 25 ans que vous êtes ensemble? Ouais. Près de 25 ans. Près de 25 ans. Ouais. Est-ce qu'elle est toujours à Tourisme Montréal, Bianel? Elle est toujours à Tourisme Montréal, ouais. En quoi a-t-elle changé ta vie? Parce que vous êtes connu très jeune. Écoute, tu n'as même pas 50 ans encore. Oui. La première fois que je l'ai vue, j'étais à Louis-Joseph Papineau, soit en secondaire 5, parce qu'elle était à l'école privée. Puis elle venait faire le cours d'éducation physique à mon école. Là, je l'ai vu, je dis... Elle est cute. Elle est cute. Pas payé. Mais, bien des fois que si c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, des fois, elle peut être... un peu froide. Ouais. C'est comme, je te connais pas, laisse-moi tranquille. Je dis, OK, whatever. Ouais. Mais là, après ça, je pense que c'est quelques années, pas trop loin, qu'on a eu un ami en commun. Puis là, j'ai dit à mon ami, écoute, peux-tu me mettre en lien? Puis écoute, c'est drôle, hein? C'est la première fois que je lui ai parlé au téléphone. On s'est parlé genre 1 heure au téléphone. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est jamais lâché. Jamais. Puis je pense que ça a été comme tout de suite. Puis dès que je l'ai vu, puis je me suis dit, écoute, je pense que ça va être, tu sais, comme on dit, this is it. C'est la femme de ta vie, tu le savais là. Ouais, je le savais. Avais-tu eu d'autres blondes avant Bianel, sûrement? Ouais, j'ai eu d'autres blondes. Écoute, ado, j'étais, comment dirais-je? On a compris, tu n'avais pas besoin de le dire, Rémi. Ouais, je me promenais, mais écoute, à partir de là, je me suis dit, écoute, c'est ça. OK. Puis ça a été tout le long. Bianel, c'est quoi par rapport à toi? Parce que il y a toujours le contrebalancement de l'autre, on a fait le contrepoids. Là. C'est parfait. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'elle a, elle, que toi, tu n'as pas? Ou vice-versa? Tu sais, des fois, Bianel, c'est une femme qui est... Avec elle, il n'y a pas de biais. Tu sais, qu'elle va te regarder dans les yeux puis elle va te dire, moi, c'est ça. Puis c'est sûr que des fois, ça peut froisser ou tout ça. Mais ça reste que c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, je suis beaucoup moins comme ça. Tu dois être plus diplomate, hein? Je suis très diplomate. Je suis très diplomate. Puis moi, de ce côté-là, c'est ça. Je suis un gars qui est gentil, très gentil, trop gentil. Puis des fois, il y a de l'abus. Ouais. Puis ça, je le sais. Comme maman, tu veux pas de la chicane. Je veux pas de la chicane. Ah. Puis des fois, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, puis tu sais, l'expression « donner la chance au coureur », tu vois, déjà, t'es c'est toi le coureur. C'est ça, c'est moi le coureur. Non, mais tu sais, des fois, je fais confiance, je fais confiance, puis je le sais, je suis comme ça, puis ça va être comme ça, puis ça va être encore comme ça demain. Je suis un gars qui fait confiance facile, puis des fois, ça me joue des tours. Puis des fois, elle me dit, écoute, tu devrais faire attention si attention. Je dis, non, c'est pas grave. Puis des fois, ça me fait mal, mais gars, c'est ça. Mais pour parce que je suis comme ça, moi aussi, mais tu sais, pour chaque fois où les gens ont abusé de notre bonté, il y a tellement de gens qui ont été reconnaissants de ça aussi. Puis c'est ça que je vaut me mieux dis pas tout le temps. changer si on est ce qu'on est. Moi, je dis, je sais que je suis comme ça et je l'assume.
Puis je sais aussi que je veux rester comme ça. Ouais. Moi, je regarde, je dis, ouais, mais écoute, oui, cette personne-là m'a fait du mal, cette personne-là m'a fait du mal. J'ai perdu de l'argent là, j'ai perdu de l'argent. Mais je regarde le retour de ça. Écoute, c'est fou. Moi, je regarde ma vie aujourd'hui, là, puis il n'y a pas une semaine que je me dis, mais voyons donc. Il n'y a pas une semaine que je passe pour dire que la vie que je mène aujourd'hui, pour moi, c'est comme un conte de fées. Donc, tu es en gratitude à ce moment-là. Beaucoup de gratitude. Complètement. Beaucoup de gratitude. Naissance de tes filles. Quand même, tu as quoi, 48 ans? 48 ans, oui. 48 ans, ta plus vieille est 21. Oui. Donc, tu as 27 ans à ce moment-là, c'est ça? Oui. OK. Donc, c'est un peu sur le tard quand même. C'est un peu sur le tard. D'avoir un premier enfant. Mais on a eu des petites complications aussi. Ça a été un peu compliqué avoir des enfants. Puis bon, bien, elle a eu un petit malheur aussi par rapport à ça. C'est pour ça. Parce que sinon, moi, dès que je l'ai rencontré, je voulais des enfants. T'en voulais 4, hein? J'en voulais 4 au début. Après la première, Kimberly, elle a dit, j'en veux plus d'enfants. Kimberly était turbulente. Hein? Oui? Oh! OK. Elle fait qu'elle en valait 2 puis 3. Oui, elle en valait 2 puis 3, c'est sûr. On voyageait avec elle, c'était l'enfer. Elle se pitchait partout à l'aéroport, c'était l'enfer. C'est pour ça que ma femme m'avait dit non, je veux rien savoir. Puis après ça, je dis, ben écoute, il faut avoir au moins 2. Ouais. Puis après ça, on a fermé le magasin. Puis comme tu travaillais très fort dans ton métier, puis tu voyageais à travers le monde, j'imagine que tu étais aussi quelquefois un père absent, là? J'étais un père absent. J'essayais d'être pas trop absent. En même temps, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que oui, il fallait que je m'absente pour le travail, Ouais. mais en même temps, ben écoute, si, exemple, j'allais dans un camp d'entraînement, mais si je pouvais que la famille vienne peut-être au début ou à la fin, tu sais, essayer de balancer ça le plus possible, mais c'était pas évident. Un athlète, par définition, c'est-tu un être égoïste? Il faut que ça soit égoïste, mais moi, je n'étais pas égoïste. J'étais pas égoïste. J'étais... comment je pourrais dire ça? J'étais rassembleur. J'étais... Exemple, tu étais mon compétiteur, qu'on arrive à la compétition, que tu gagnes. Je veux dire, OK, oui, je vais être de mauvaise humeur, oui, je voulais gagner aussi, mais on va s'asseoir, on va prendre une bière, on va manger ensemble, la vie est belle, on va parler. Ouais. Mais sauf que j'ai remarqué que des gens, c'était comme non. Tu m'as battu. C'est comme si tu avais un gâteau, que je t'ai pris un petit peu dans ton morceau de gâteau, puis là, tu ne vas plus me parler, tu es mon ennemi, tu vas parler mal contre moi, tu vas me vouloir du mal. Là, moi, il y a eu un ajustement, c'était incroyable. Des gens que je pensais qu'ils étaient mes amis, parce qu'ils me battaient tout le temps. Par esprit compétitif. Oh my God, non. Non. Y a-tu plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes dans le domaine de la compétition en tant que telle, dans le monde des sprinters, où on joue dans la tête de son compétiteur tout le temps? On joue dans la tête de compétiteur. C'est comme ça qu'on les a. Ouais. Courir plus vite que ton idole. Tu as fait 9,84. Est-ce que tu as réussi à battre la marque de Donovan? Oui. Donovan Bailey, qui est ton collègue. Qui est mon collègue. Présentement, on a le record canadien. C'est ça. 9,84, 9,84. On est ex aequo. Mais quand je te dis que Daniel est venu me voir, puis j'ai décidé, j'ai dit, écoute, là, mon rêve, c'est Carl Lewis. Ton entraîneur. Puis Daniel m'avait dit, ben écoute, tu as le talent. Puis si tu crois vraiment en toi, que tu peux le battre, tu crois vraiment en toi, puis voici tes entraînements, année après année, tout ça. Tu l'as battu, Carl Lewis? Ça va le faire. Tu l'as pas battu. Si on regarde, si tu fais Google, meilleur sprinter de tous les temps, Brunet Surin va être avant Carl Lewis. Ah oui. Hey, Usain Bolt, quand même, 9,58? 9,58. Il a fait ça en 2008? 2008, il a fait le record du monde 9,69. Oui. L'année d'après, au championnat du monde, il a fait 9,58. Et ce record-là tient encore aujourd'hui? Tient encore aujourd'hui. C'est-tu un record artificiel, selon toi? Non, moi, je pense que c'est clean. Je pense que c'est sans tricherie, sans stéroïdes. Parce que j'ai vu Usain Bolt à l'adolescence, pour dire jeune adulte, 15-16 ans. Puis, j'ai fait une entrevue avec lui. Je travaillais avec Radio-Canada. J'ai fait l'entrevue, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'écoutais ce qu'il me disait. Puis, je l'ai vu courir. J'ai dit, ce gars-là, une couple d'années, il va détruire le record du monde. La détermination, qu'est-ce qu'il dégageait, la confiance qu'il dégageait, pour moi, c'était incroyable. En 2015, il a fait 9,79. Ouais. Donc, on voit qu'il est sur le déclin et il a gagné par 1 centième de seconde en 2015 sur un Américain. Ouais. Il y a un Canadien qui s'en vient bien, c'est De Grasse. Oui, André De Grasse. André De Grasse, qui est un Ontarien, en fait. Oui.
Est-ce que lui, est-ce qu'il peut aspirer à avoir les plus grandes victoires au monde? Est-ce qu'il peut suivre les traces de toi et de Donovan Bailey? J'avais prédit qu'il allait battre notre record cette année. Mon record canadien C'est pas arrivé Donovan encore. Bailey. C'est pas arrivé encore. Il est pas Mais loin, il est pas loin. Je crois que l'année prochaine, il va le faire. L'important, puis le conseil que je lui ai dit aussi au championnat canadien, j'ai dit, oublie jamais d'où ce que tu viens. Puis, no matter qu'est-ce que tu vas faire, respecte les gens, comme ça. que j'ai appris. Il y a 20 ans à part de ça. Mais il y a l'avenir devant lui. C'est ça. Ouais. Tes 3 phrases. Après une victoire, ma ligne d'arrivée devient ma ligne de départ. Je l'aime tellement, je l'avais jamais entendu. Merci. Merci. C'est vrai. Ouais. Dans le fond, c'est le prochain but que C'est l'on le doit prochain se... but. Ouais. Go get it. Ouais. Tu te dis ça quand, toi? Tout le temps. Tout le temps. Moi, j'aime dire, ah, j'ai un projet, puis là, mais je sais pas, non. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? C'est vrai. Des gens, comme dans les conférences aussi, je leur fais faire des exercices de réflexion. Puis, j'ai dit, ben là, tu as ta réponse? C'est quoi le plus grand obstacle des gens pour pas réussir? La peur. Ah oui. La peur. La maudite peur. OK. Ouais. 3e citation. On est maître de notre destin. Ouais. Tellement vrai. On a toujours l'impression que ce sont les circonstances extérieures qui nous empêchent, mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est nous autres, c'est là que ça se décide. J'imagine que vous voulez qu'on continue cette conversation. Ça donne bien, ça continue. Après ceci. Bruni, dans ce bloc-là, je vais te poser 10 questions en rafale. Je pars d'un mot qui me fait penser à mon invité. Je trouve des synonymes et je développe une question. OK. Le mot pour toi, c'est engagement. Et dans le mot engagement, j'ai trouvé 13 synonymes. J'en ai retenu 10 OK. et je développe, OK? Donc, par rapport au mot engagement. Accord. Es-tu en accord avec cette phrase-là que je vais te dire? C'est ma phrase. Les adolescents sont trop souvent des ados laissés. Belle réflexion. Des adolescents laissés. Est-ce que tu sais, on les appelle les adolescents? Moi, je pense que c'est plutôt des ados laissés. Tu sais, dans l'esprit où trop souvent on s'en occupe pas assez. Moi, je pense qu'on devrait leur donner encore plus d'outils. Plus d'outils pour dire qu'ils sont capables encore plus. Je pense que des fois, souvent même, peut-être la limitation de dire, ben écoute, au lieu de te voir là, vois-toi là. Moi, c'est le message que je les envoie. Ça s'est bien passé, l'adolescence, avec tes filles? L'adolescence, ça s'est très bien passé. OK, parce que c'est un bout Ouais. quand même pas toujours évident. Alliance, toujours avec le mot engagement. Bienel et toi êtes ensemble depuis plus de 25 ans. Qui a été le plus persévérant des deux? C'est moi. C'est moi qui ai été le go-get-it. Oui, c'est C'est ça. moi qui ai été le go-get-it. Puis je l'ai eu. C'est pour ça que je dis souvent aux OK, gens, mais tu l'as eu au départ, Ouais. ça c'est vrai. Ouais. Mais ensuite, est-ce qu'il y a eu des moments où vous auriez pu vous laisser, puis c'était toi qui disais, regarde, on se laissera pas, on va continuer? Parce que vous auriez pu vous laisser, c'est vraiment sur le tard, vous avez eu des enfants. Je dis sur le tard, il y a quand non. même un beau. Non, il n'y a jamais eu de moment pour dire que oui, il y a des chicanes, comme tous les couples. Mais il n'y a jamais eu de moment pour dire, bon, écoute, on va se laisser. Les compétitions Non. internationales, quand elle est restée ici, puis toi tu partais, ça devait être difficile. ça Ben, elle aussi. était ma gérante, hein. Elle était ma gérante. Elle a été ma gérante pendant 6-7 ans. Fait que moi, quand j'étais trop gentil, il y avait des dossiers. Je dis, écoute, on envoie la méchante. C'est ça. Parle à la méchante. Ouais, c'est ça. Bataille, on est toujours dans le mot engagement. Maintenant que tu ne fais plus de compétition, contre qui te mesures-tu pour continuer à te dépasser? J'ai des modèles. J'ai des idoles, si je peux dire. Écoute, Qui sont, entre autres, donne-moi des exemples. J'ai ma ligne de vêtements. Moi, mon modèle, c'est Nike. Puis moi, je l'ai dit ouvertement, avec ma ligne de vêtements, je veux être le Nike du Québec. Sauf que, OK, parce que je me dis, si c'est le Nike mondial, c'est parce que c'est des milliards de dollars, le Nike. Là. Mais Nike, ils sont loin en avant. Hein. Oh oui, ils sont très loin en avant. Puis je regarde même les autres, avec tout respect, les autres marques. OK. Nike est encore... Là, tu me parles de vêtements, mais personnellement, tu te mesures à qui? Tu sais, il y a des gens que tu vois devant toi, puis tu dis, hey, moi, c'est drôle, j'aimerais ça être un peu comme cette personne, ou Ben, avoir un parcours tu vois, similaire. il y a un des conférenciers que j'adore, Anthony Robbins, Ah oui, bien oui. que j'adore. Tu l'as-tu déjà C'est- rencontré? J'ai été supposé le rencontrer une fois qu'il est venu à Montréal, puis cette journée-là, je suis tombé malade. J'ai pas pu le voir, mais je le suis beaucoup sur YouTube, Internet et tout ça. Là. Je suis sur son newsletter. OK. Puis moi, j'ai des outils aussi qui me donnent, qui m'aident aussi par rapport à ça. Combat. Nous avons tous des combats intérieurs à livrer.
C'était quoi le tien? Qu'est-ce que c'est le tien? Le combat à livrer? Intérieur. T'en as-tu un à livrer? Puis, le combat à livrer, je pense pas. Y a-tu des choses que tu aimerais améliorer de toi? Ah, tout le temps. Comme? Des choses que j'aimerais améliorer, des fois la patience, des fois plus de tout. Je pense que plus d'écoute autour de moi. Parce que moi, je suis un gars qui est souvent Oh, oui. go, go, go. Puis oui, des fois, il faudrait que je prenne plus le temps de faire un pas en arrière, respirer, puis d'écouter, de voir. Arrêtez de courir. Arrêter de courir. Ta carrière est finie depuis 2002. C'est ça. là. C'est moi qui me disais à ma carrière, j'allais tondre mon gazon tranquille, faire mon petit jardin. C'est pas ça du tout. Tu cours avec ta tondeuse, je suppose? Ah non, mais c'est Même fou. pas? Je suis toujours à 200 000 à l'heure. C'est incroyable. Mais tu essaies de t'étourdir ou c'est comme ça, dans le fond, ton rythme de Je suis vie? comme ça. T'es comme ça. Je suis comme ça. Puis je suis satisfait comme ça. Puis j'ai de grands objectifs. Puis des fois, je me dis, ben écoute, c'est ça qu'il faut. Contrat, on est toujours dans le mot engagement. As-tu déjà refusé un gros contrat publicitaire parce que le produit n'était pas à la hauteur de ton endossement? Ou le produit ne me représentait pas. Comme? Oh, Ben, peut-être que je suis ben, dans non, J'y ai pensé. Je Je dirais peux pas- pas y poser cette question-là. Je peux pas dire non, c'est vrai. la compagnie ou le Oui. produit ou quoi que ce soit, mais moi, je me dis souvent, par exemple, comme mes vêtements, exemple, je me dis, si moi, tous les vêtements que vous voyez, si moi, je l'aime pas puis je serais pas capable de le porter, je vais pas l'offrir. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, oui, il y a des produits que je me dis, ben écoute, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité, puis non. Est-ce que tu endosserais des voitures, Oui, une banque, oui. une chaîne de restaurants rapide? Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Ouais. Une boisson gazeuse. C'est plus tough un peu, là. Tu sais, je me dis, oui, c'est pas. Je vais être honnête avec moi-même. Oui, c'est pas santé. Ouais. Je le sais, mais n'empêche que des fois, je vais en prendre. OK. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que. Ça dépend ce qu'on fait avec ça. Ça dépend C'est-à-dire ce que tu fais avec. Si tu Ouais. fais plus d'exercice que tu ingères de calories, donc en ce moment, ça devrait s'annuler en principe. Exactement. OK. Dette envers qui ou envers quoi es-tu en dette? Envers qui ou que. envers quoi? Envers quoi que je suis en dette? Je parle pas de l'hypothèque, là. Je parle de d'autres choses. Ouais. là. Moi, je vois même pas ça comme une dette. Je vois ça comme aujourd'hui ce que je fais. Par exemple, justement cette semaine, j'ai été voir des jeunes sportifs que normalement j'étais supposé de rester 1 heure à leur parler, tout ça. Je suis resté presque 2 heures et demie. Ah ouais. Tu sais. J'encourage les jeunes. On fait des bourses, des sports-études, tout ça. Puis je me suis dit, écoute, moi, le Québec m'a accueilli, le Québec, le Canada m'a accueilli. Je me suis développé. J'ai appris tellement de choses. Il y a des gens aussi qui m'ont aidé En cours de route, oui. à Bien monter. sûr. Puis moi, de rester aujourd'hui avec ma vie pour dire, ah ben moi, je suis bien, j'ai ma maison, j'ai ma bagnole et tout ça. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour la société? Qu'est-ce que tu fais pour la relève? Oh, ben, non. Je dis que j'ai un devoir à faire la même chose. Promesse, c'est quoi l'engagement le plus important que tu t'es fait de toi à toi? La promesse que je me suis faite, je me suis dit que quand j'ai commencé, que je me voyais réussir, puis que je me disais que je vais réussir, puis je me disais que j'allais dire aux gens, qui dans n'importe quel domaine, qu'eux aussi sont capables. Puis moi, jeune, j'étais très, très spirituel. J'allais à l'église à tous les dimanches jusqu'à l'âge de 19 ans. Puis moi, je disais, ben, écoute, faut dire aux gens la bonne nouvelle, de croire en Dieu et tout ça. Mais je pense que au cours de tout ça, je pense que la religion, peut-être que je vais blesser des gens en disant ça, mais c'est la réalité. Puis c'est ma réalité aussi. La religion, oui, mais je trouve que la religion divise beaucoup de gens. Ben, on le voit en ce moment. Je trouve que c'est Oui. dommage. On a un message et tout ça, au lieu que ça soit comme général, Oui. tout le monde va dire, ben oui, mais moi, mon idéologie, c'est comme ça, puis toi aussi, tu dois être comme ça, Ouais. sinon ça marche. En effet, la religion, c'est compliqué, mais la spiritualité, c'est plus simple parce que c'est une relation de soi avec quelque chose dans lequel on croit. Ouais. C'est quoi je parle du mot reconnaissance. Quelle différence fais-tu entre la reconnaissance et la célébrité? C'est la même chose pour toi? La reconnaissance et la célébrité. Il y a un... Comment on dit ça? Une différence? La différence est mince.
moi, la différence que je peux faire par rapport à ça, j'aime mieux le côté reconnaissance que célébrité et tout ça. Parce que des fois, pour moi, des fois, je vois il peut y avoir des célébrités, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit un artiste et puis tout ça. Qu'est-ce que tu fais avec cette célébrité-là? Qu'est-ce que tu fais avec? Ouais. Tu fais-tu juste tourner le miroir vers toi ou tu te sers de ça pour faire quelque chose? Puis moi, j'ai vu des célébrités qui, en tout cas, pour moi, c'était... Moi aussi, j'en ai vu ceux-là. Rapidement, recrutement, OK? Ouais. Pour avoir droit aux 20 000 $ que ta fondation donne à chaque année en bourse sport-études, les athlètes doivent avoir au secondaire obtenu l'année précédente une moyenne académique de 80 %, au niveau collégial, une cote R de plus de 30 et une moyenne supérieure de 3,2 sur 4,3 au niveau universitaire. Si tu avais été aurais-tu été choisi par ta propre fondation pour avoir une bourse? On a aussi, peut-être que je ne l'ai pas mis sur le site web que je devrais le faire, on a des bourses aussi discrétionnaires. Okay. Parce que ça, je reconnais ça. Parce que mais est-ce que tu aurais été un bon candidat? Avais-tu ce genre de note-là à l'école? Pour les gens, oui, mais pas pour les notes. Oh, mais c'est j'aurais été le côté, le côté discrétionnaire. Tu aurais peut-être pu avoir ça. Je n'étais pas un bolé. Okay. Dernière question. Vœu. Quel est ton plus grand vœu? Vœu? Oui. Moi, c'est d'être en santé. C'est tout ce que je veux, que ma famille soit en santé. C'est tout ce que je veux. Le reste, ça va être correct. Tu as raison. Le reste importe peu, comme dirait Ginette Renaud. Dernier droit de l'émission. Je savais que ça allait être agréable, Bruni. Moi aussi. Oui, hein? Bon, ben on va parler de la ligne de vêtements dans les magasins Aubainerie. Oui. C'est-tu 84 magasins que j'ai vus? Il y a 63 magasins. 63, OK. Ouais. Et on retrouve donc ces vêtements-là depuis combien d'années maintenant? Ça fait 6 ans et demi. Okay. Dans tous les Aubaineries Concept Mode. Puis pourquoi tes vêtements sont particuliers? Bien, écoute, moi, je voulais, initialement, c'est d'offrir des vêtements qui sont fashion, que c'est beau, confortable, et l'offrir à le plus de gens possible. Pas trop cher. Pas trop cher. Parce qu'il y a des prix de fou dans ces vêtements-là. Écoute, tu peux aller très haut, très loin. Puis moi, ma mission, dans le fond, c'est d'encourager aussi les gens à faire l'activité physique. Et puis, le meilleur magasin qu'il y avait, c'était l'Aubainerie. L'Aubainerie, c'est familial et puis tout ça. Puis écoute, ça fait 6 ans et demi, ça va super bien. Et j'avoue que quand j'ai un bon pantalon, un bon survêtement, je me sens mieux. Tu sais, je me sens... ça court plus vite. Oui, ça court plus vite. Moi, je ne cours pas, mais je marche. Ça marche plus vite. OK. Chroniqueur à CMFM, tu fais ça chaque semaine? Tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines? On a commencé ça. De sport en général. Puis là, bientôt, je vais parler de... Ça peut sortir un peu du sport, mais jusqu'à maintenant, les chroniques que j'ai faites, c'est pas mal au sport. J'en ai fait un peu. J'ai fait une chronique par rapport à la visualisation. J'ai fait une chronique par rapport aux parents, comment vous encouragez vos enfants. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Parce que des fois, on n'y pense pas, mais qu'est-ce que tu dis à N'oubliez jamais enfant, qu'un enfant, là, c'est comme de la plasticine. Ouais. Le mot que tu vas dire qui ne sera pas correct, là, ça va s'imprimer. C'est exactement. Ça reste. Oui, exactement. OK. Conférencier, surtout dans les écoles ou pour des adultes aussi? Je vous dirais 95 % de mes conférences aujourd'hui, c'est en entreprise. OK. J'ai commencé par les écoles. Pendant que, écoute, ça fait près de 20 ans. On me dit, Bruno, viendrais-tu à l'école parler avec nos élèves? J'ai commencé comme ça, puis de fil à aiguille, j'ai fait plusieurs écoles, puis j'ai commencé par des entreprises, puis aujourd'hui, ça va super bien. J'en fais pratiquement toutes les semaines. Puis tu leur dis quoi en entreprise aux gens qui t'écoutent? Premièrement, je leur donne des comparatifs par rapport à des sportifs et le monde des affaires, que ce soit dans n'importe quel domaine. Oui, ça doit. C'est pareil. Il y a des performances à avoir. C'est performances à avoir, l'importance d'avoir un objectif. Puis encore là, souvent, il y a des gens dans le monde des affaires que le mot peur, là, ça fige une personne, c'est incroyable. Puis ça doit leur dire aussi d'ouvrir vos horizons. On a plus peur de l'échec qu'on a hâte de la victoire. C'est drôle quand même. C'est fou. C'est fou. Et je rencontre tellement de gens, puis je leur dis quelque chose. Puis je fais pratiquement dans toutes les conférences. Je dis, c'est quoi votre rêve, vous autres? Tu sais, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie? C'est quoi vos rêves? Puis il y a des gens qui sont pris dans leur quotidien, dans leur routine, puis qu'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir pour dire, écoute, je m'en vais où, moi? Cette réflexion-là, c'est incroyable. Moi, j'ai une phrase là-dessus. Si tu n'arrêtes pas d'éteindre des incendies, tu ne peux pas planter des arbres. C'est fou. Dans le fond, c'est ça. C'est fou. OK.
Fondation Brunu-Surin, donc fondationbrunusurin.ca pour tous les détails. C'est des jeunes de quel âge à quel âge que vous avez? Là, on fait un camp d'entraînement, c'est de 15 à 21, 22 ans. Puis sinon, on fait beaucoup de promotion d'activités physiques dans les écoles, que ce soit primaire, secondaire, même un peu université, mais je priorise le secondaire. Puis j'ai des sportifs, des anciens sportifs, des artistes, puis je veux même avoir des hommes d'affaires. Oui. Qui vont aller parler aux étudiants pour dire, écoute, quand tu vois des grands hommes d'affaires comme, je sais pas moi, les Chagnon, les Jean Coutu et tout ça, c'est inspirant. C'est inspirant. Je veux qu'il y ait dans les écoles pour inspirer ces jeunes-là. Savoir que le corps doit aller avec la tête, c'est plate, hein, mais ça va ensemble. Ouais. OK, puis tous les autres détails, on peut aller sur surin.ca, donc pour tous les détails. Je vais te lire la citation que j'ai choisie pour toi. Elle vient de l'écrivain, philosophe et musicien Jean-Jacques Rousseau, tirée d'un traité sur l'éducation qu'il a écrit en 1762, qui est appelé Émile ou de l'éducation, qui d'ailleurs est encore si pertinent qu'au Japon, l'autorité du développement de l'enfant en impose sa lecture à tous les instituteurs, dis-je, d'école maternelle. La phrase est la suivante: il faut que le corps ait de la rigueur pour obéir à l'âme. Plus le corps est faible, plus il commande. Plus il est fort, plus il obéit. C'est ça la phrase que j'ai pensée pour toi. C'est ça, hein? C'est parfait, ça. Est-ce que je te souhaite, mon beau Bruni? Souhaite-moi, comme je dis, souhaite-moi juste de la santé. Ouais. Moi, c'est juste ça que je veux. Puis parce que le reste, là, je vais le travailler. Tant que je vais avoir la santé, ça va bien aller. La cinquantaine s'en vient. Est-ce que tu vois ce moment-là de façon positive? Ça m'interpelle, ça me bug un peu. C'est un autre chiffre. Hein? Ça me bug. Ça me bug. Parce que là, on sent qu'on est dans le dernier droit. Là. On s'en va vers le dernier droit. Ma bien-elle m'en parle. Non, mais c'est naturel, c'est comme ça, puis tout ça. Ouais, c'est naturel, c'est comme ça, mais c'est comme une batterie que tu as. Hein? Quand tu sais que la batterie n'est pas pleine à 100 ça s'en va vers là. Ça travaille. Et tu vas voir que tu vas aménager ta batterie. Je te le dis, là. Ouais. Oui. Moi qui suis rendu là-dedans, même vers l'autre dizaine, je peux t'assurer que tu vas ralentir. Okay. Je te guette. On le travaille. Merci beaucoup. Infiniment, Bruni. Lâche pas d'inspirer les gens comme tu le fais depuis toujours. Merci. Je vous souhaite bien sûr une bonne semaine. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission dont on n'est pas pressé. Bye tout le monde. Au revoir.